Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de chimie de première S qui s'intitule Dissolution de composés ioniques ou moléculaires, dans lequel nous allons voir comment nous allons choisir un solvant pour dissoudre des composés ioniques et des composés moléculaires. Alors, ce chapitre va se décomposer en trois parties. Première partie, comment prévoir si un solvant est polaire ou impolaire. Deuxième partie, nous allons expliquer la dissolution d'un soluté. Et dernière partie, nous allons voir comment déterminer la concentration d'un ion en solution. Alors, première partie, commençons par voir comment prévoir si un solvant est polaire ou apolaire. Voyons dans un premier temps quelques rappels des années précédentes, notamment au niveau du vocabulaire. Bien, pour obtenir une solution, nous allons dissoudre un soluté qui est solide, alors que ce soit un soluté ionique ou moléculaire, dans un liquide que l'on va appeler le solvant. Et cette solution sera toujours électriquement neutre. Voyons maintenant quelles sont les conditions pour qu'une molécule soit polaire. Eh bien, première chose, il faut qu'elle possède des liaisons polarisées. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. C'est la première condition. Deuxième condition, les positions moyennes des charges partielles qui vont apparaître sur les liaisons polarisées, des charges partielles positives et négatives, ne doivent pas être confondues. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, eh bien cette molécule sera dite apolaire. Si les deux conditions sont respectées, à ce moment-là, nous aurons affaire à une molécule qui est polaire. Nous allons voir ça maintenant à travers quelques exemples. Premier exemple, voici une représentation de la molécule de dioxyde de carbone. Nous allons tout d'abord voir si les liaisons sont polarisées. Pour cela, nous avons besoin donc de l'électronégativité de chacun des atomes qui constituent cette molécule. Donc l'électronégativité de l'atome d'oxygène est de 3,4, l'électronégativité de l'atome de carbone est de 2,6. Nous voyons qu'il y a une différence importante d'électronégativité, donc les liaisons carbone-oxygène seront bien polarisées. L'atome d'oxygène étant le plus électronégatif, c'est celui sur lequel nous allons voir apparaître une charge partielle négative. Donc voici une charge partielle négative sur chacun des atomes d'oxygène et sur l'atome de carbone, nous verrons deux charges partielles positives qui vont apparaître. Repérons maintenant le centre des charges partielles positives. Bien, ces charges partielles positives, en fait, sont localisées au niveau de l'atome de carbone. Les charges partielles négatives se situent sur chacun des atomes d'oxygène. Donc, si on prend le centre de ces charges partielles, ce centre va se situer là aussi sur l'atome de carbone. Dans ce cas-là, nous avons le centre des charges partielles positives et le centre des charges partielles négatives qui seront confondus. Donc cette molécule ne sera pas polaire. La molécule de dioxyde de carbone ici est apolaire puisque les centres des charges partielles positives et les centres des charges partielles négatives sont confondus. Deuxième exemple avec la molécule d'eau. Donc première chose à faire, repérer si les liaisons oxygène-hydrogène sont polarisées. Pour cela, nous avons besoin de l'électronégativité de l'atome d'oxygène et de l'atome d'hydrogène. On constate une différence importante entre ces deux électronégativités. On aura donc des charges partielles qui vont apparaître sur la molécule, sur les atomes qui constituent la molécule, des charges partielles positives sur les atomes d'hydrogène et des charges partielles négatives sur l'atome d'oxygène. Repérons maintenant le centre de ces charges partielles positives et négatives. Alors pour les charges partielles négatives, c'est simple, hein, elles sont situées uniquement au niveau de l'atome d'oxygène. Maintenant pour les charges partielles positives, eh bien, elles vont se situer, le centre de ces charges partielles positives va se situer entre les deux atomes d'hydrogène. Et dans ce cas-là, on constate bien que les deux centres ne seront pas confondus. Notre molécule d'eau sera donc polaire. Voyons un dernier exemple avec la molécule d'éthanol, pour laquelle nous pouvons constater que les liaisons OH et CO sont bien polarisées
et que les centres des charges partielles positives et le centre des charges partielles négatives ne sont pas confondus. Dans ce cas-là, la molécule d'éthanol donc est polaire. En chimie organique, toutes les molécules contiennent des liaisons CH. Et certaines molécules ne contiennent uniquement que des liaisons CH ou des liaisons CC. La liaison en fait entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène étant très peu polarisée, on va considérer que ces molécules qui contiennent uniquement des liaisons CH ou des liaisons CC eh bien, seront apolaires. C'est le cas par exemple du cyclohexane. Cette molécule sera apolaire. Nous allons pouvoir maintenant répondre à la question posée dans ce paragraphe. Un solvant qui est constitué de molécules polaires eh bien, sera un solvant polaire. C'est le cas, par exemple, de l'eau et de l'éthanol. Et un solvant qui est constitué de molécules apolaires est un solvant apolaire. C'est le cas pour le cyclohexane, comme on vient de le voir juste à l'instant. Deuxième partie, comment expliquer la dissolution d'un soluté? Eh bien, un soluté est soluble dans un solvant si les interactions électriques entre les entités, c'est-à-dire les molécules ou les ions qui constituent le soluté, sont de même type que celles qui s'exercent entre les molécules de solvant. Les interactions électriques entre les entités chimiques, c'est ce que nous avons vu dans le chapitre précédent. En effet, nous avons vu que dans les composés ioniques, il existait des interactions électrostatiques entre les ions positifs et les ions négatifs du composé ionique. Et puis dans les composés moléculaires, nous avons vu qu'il existait des interactions de type Van der Waals, que nous avons appelé interaction de Van der Waals entre les molécules. Et qu'il existait aussi parfois des interactions qu'on a appelées les liaisons hydrogène. Donc voyons tout de suite ce qu'il en est pour la dissolution d'un solide ionique. Un solide ionique est constitué donc d'ions positifs et d'ions négatifs. Il sera donc facilement soluble dans un solvant qui contient lui aussi des charges positives et des charges négatives. Autrement dit, dans un solvant polaire. Lors de cette dissolution, il va donc s'établir des interactions électrostatiques entre les ions du solide et les molécules du solvant. Cette dissolution se passe en 3 étapes, la dissociation, la solvatation et la dispersion, que nous allons détailler maintenant. Prenons l'exemple de la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau. Le chlorure de sodium est un solide ionique constitué d'ion sodium, Na+, et d'ion chlorure, Cl-. Dans un premier temps, les ions sodium, Na+, sont attirés par les pôles négatifs des molécules d'eau, qui sont polaires, qui vont donc entourer le solide. Et les ions chlorure, Cl-, eux, seront attirés par les pôles positifs des molécules d'eau. Le solide ionique va alors se dissocier, c'est-à-dire que les ions Na+ et Cl- vont se séparer du solide. Deuxième étape, les molécules d'eau solvatent ou hydratent, lorsqu'on a affaire à de l'eau, les ions qui sont dissociés lorsqu'ils vont passer en solution. Alors, c'est-à-dire que en fait, les molécules d'eau vont entourer chacun des ions. Troisième et dernière étape, sous l'effet de l'agitation thermique, les ions solvatés vont s'éloigner les uns des autres. Ils vont se disperser. Lorsqu'on utilise l'eau comme solvant, donc les ions vont s'entourer de molécules d'eau, on va dire que ces ions sont hydratés. Et c'est pour cela que l'on va indiquer, après le symbole de chacun des ions, l'indication aqueux. Donc, en résumé, les solides ioniques sont solubles dans des solvants polaires. Et pour traduire cette dissolution des solides ioniques, nous allons utiliser donc une équation. Cette équation, comme toutes les équations chimiques, respectera la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Exemple d'équation de dissolution, celle du sulfate de potassium. Donc voici son équation. Première remarque,
Le sulfate de potassium est au départ solide, c'est ce que nous avons précisé son état, et les ions que l'on va trouver ensuite seront aqueux puisque cette dissolution se fait dans l'eau. Deuxième remarque, vous pouvez constater que l'eau n'apparaît pas dans l'équation de la réaction, puisque en fait les molécules d'eau ne sont pas modifiées au cours de la dissolution. On peut vérifier qu'au cours de cette équation de dissolution, on a bien la conservation des éléments et conservation des charges électriques au cours de cette dissolution. Voyons maintenant la dissolution des solutés moléculaires. Eh bien, les solides moléculaires polaires seront plus solubles dans les solvants polaires que dans les solvants apolaires. Cette solubilité s'explique en fait par l'établissement d'interactions de Van der Waals et, lorsque c'est possible, en fait, de liaisons hydrogènes entre les molécules de soluté et les molécules de solvant. Prenons l'exemple du glucose. Eh bien, il va pouvoir établir de nombreuses liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Et donc, il aura une grande solubilité dans l'eau. Et en ce qui concerne donc les solides moléculaires apolaires, eh bien, ils seront généralement plus solubles dans les solvants apolaires que dans les solvants polaires. C'est le cas par exemple pour le diode qui est très soluble dans le cyclohexane qui est un solvant polaire, alors qu'il est peu soluble dans l'eau qui elle est un solvant polaire. Troisième et dernière partie, comment déterminer la concentration d'un ion en solution. Alors tout d'abord, nous allons définir la concentration molaire d'une solution de soluté S. Alors cette concentration, elle est notée C et elle est définie d'une façon classique. C est égal à la quantité de matière de soluté dissous sur le volume de la solution. C étant en mol par litre, la quantité de matière en mol et le volume de la solution en litres. Alors, voyons cela à travers un exemple. Nous allons calculer la concentration molaire C en soluté apportée d'une solution de sulfate de potassium. Donc, pour réaliser cette solution, nous avons dissous 3,5 g de sulfate de potassium dans un volume de 100 ml. Bien, pour calculer cette concentration, c'est la quantité de matière de sulfate de potassium sur le volume de la solution. Donc, autrement dit, en utilisant la masse molaire, nous aurons donc la masse de soluté sur la masse molaire fois le volume de la solution. Ce qui nous donne donc une concentration de 2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. La concentration que l'on vient de calculer est ce qu'on appelle la concentration en soluté apportée. Voyons maintenant la concentration molaire des ions dans la solution. Petite nouveauté, cette concentration sera notée donc entre crochets. Nous n'utiliserons plus le terme C. Pour calculer ces concentrations, eh bien, on le fait de façon classique. C'est là aussi la quantité de matière sur le volume de la solution. Les concentrations donc, de ces ions en solution seront en mol par litre, les quantités de matière en mol et le volume de la solution en litres. Lorsqu'un ion provient de la dissolution d'un solide ionique, il va exister une relation entre la concentration molaire de cet ion et la concentration molaire en soluté apportée du solide ionique. Et cette relation, elle va dépendre des nombres stoichiométriques de l'équation de dissolution de ce solide. Exemple, une solution de chlorure de cobalt. Donc voici l'équation de dissolution du chlorure de cobalt dans l'eau. Eh bien, les concentrations de chacun des ions va dépendre des coefficients stoichiométriques. C'est-à-dire que la concentration en ion cobalt, elle sera de 0,10 mol par litre, ce qui correspond à la concentration en soluté apportée, et la concentration en ion chlorure correspondra à 2 fois la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire 0,2 mol par litre. Deuxième exemple, une solution de chlorure de sodium, la concentration de la solution en soluté apportée étant de 0,10 mol par litre,
Ici, les coefficients stoichiométriques étant de 1 et de 1, eh bien la concentration de chacun des ions sera égale à la concentration en soluté apportée, c'est-à-dire 0,10 mol par litre. Voyons maintenant à travers un exemple comment est-ce qu'on va pouvoir établir cette relation entre la concentration des ions en solution et la concentration en soluté apportée à travers l'exemple donc de la dissolution du sulfate de potassium dans l'eau. Alors pour cela, nous allons dresser donc le tableau d'avancement. Donc tout d'abord l'équation de la dissolution du sulfate de potassium, et puis donc à l'état initial, eh bien, la quantité de matière de sulfate de potassium est notée N K2SO4 0. La concentration, la quantité de matière des ions K+ et SO4- étant nulle. À l'état final, voilà ce que l'on obtient pour les différentes quantités de matière. On peut constater que la quantité de matière de sulfate de potassium est nulle, puisqu'il a été totalement dissous. La quantité de matière d'ion K+ est égale à 2x max, et celle d'ion sulfate SO4- est égale à x max. On va donc pouvoir en déduire le x max. En effet, la quantité de matière donc, de K2SO4, de sulfate de potassium étant nulle, le x max sera égal à la quantité de matière initiale de sulfate de potassium que l'on aura apporté. La concentration molaire de l'ion sulfate est donc la quantité de matière de l'ion sulfate sur le volume de la solution, ce qui est égal à X max sur le volume de la solution. Autrement dit, c'est la quantité de matière initiale de sulfate de potassium qui a été versée sur le volume de la solution, ce qui correspond à la concentration C en soluté apportée. De même, on va pouvoir calculer la concentration molaire de l'ion potassium, et cette fois, la quantité de matière de l'ion potassium après la dissolution est égale à 2x max. On aura donc une concentration en ion potassium qui sera égale à 2C. Alors voyons cela à travers un exemple. On veut préparer une solution de sulfate de potassium d'un volume de 100 ml et l'on veut que la concentration en ion potassium soit égale à 0,40 mol par litre. La question que l'on va donc se poser maintenant, c'est quelle masse de sulfate de potassium va-t-il falloir apporter pour obtenir cette concentration en ion potassium de 0,40 mol par litre. Bien, pour calculer cette masse de sulfate de potassium, c'est la quantité de matière fois la masse molaire du sulfate de potassium. Cette quantité de matière, on peut l'écrire aussi C fois le volume de la solution. On a vu précédemment que la concentration en ion potassium était égale à 2 fois la concentration en soluté apportée. Ce qui fait que notre masse de sulfate de potassium sera égale à 1,5 fois la concentration en ion potassium fois le volume de la solution fois la masse molaire du sulfate de potassium. Donc on a remplacé C par 1,5 de la concentration de l'ion potassium. En faisant l'application numérique, eh bien, on trouve 3,5 grammes. Voilà, ce chapitre est terminé. Au revoir et à bientôt.